bonjour et bienvenue dans le Best of d'Innov Nation. Pour vous, nous avons gardé le meilleur de l'actualité high-tech, scientifique, médicale de cette année en Israël, illustré par de magnifiques reportages. On commence par une étonnante découverte, corriger la vue grâce à des gouttes dans les yeux. Les chercheurs de l'université de Bar-Ilan ont mis au point cette technologie qui fonctionne déjà très bien sur la rétine animale. On attend maintenant les tests sur l'homme. Archéologie, des parchemins qui datent de l'époque du temple de Salomon. Ils sont conservés dans un laboratoire à Jérusalem. Nous avons pu accéder au Saint des Saints pour vous montrer l'incroyable travail de restauration effectué sur ces 20 000 fragments de ce qu'on appelle les manuscrits de la mer morte. Enfin, zoom sur une start-up qui donne le goût de la programmation aux plus jeunes. On le sait, le manque de personnel qualifié en informatique est un enjeu majeur en Israël et dans le monde. CodeMonkey apprend aux enfants dès l'âge de 8 ans à créer un jeu vidéo de A à Z. Des gouttes qui permettent d'améliorer la vue et qui pourraient à terme remplacer les lunettes. C'est le résultat surprenant d'une expérience menée par des chercheurs israéliens spécialisés dans les nanotechnologies. Reportage. Des gouttes pour remplacer les lunettes ou la chirurgie, c'était le rêve du docteur Smadja, ophtalmologiste à l'hôpital Sharet Zedek à Jérusalem et spécialiste des opérations de la cataracte et au laser. L'idée, c'était de pouvoir trouver une alternative dans la correction de la vision, une alternative aux lunettes, aux lentilles de contact, aux opérations au laser ou aux implants qu'on met à l'intérieur de l'œil. Donc il fallait trouver une solution pour changer la trajectoire de la lumière, mais sans aucune de ces différentes solutions. Donc, en travaillant avec un groupe très hétérogène, un chimiste et un ingénieur optique, on est arrivé à une solution qui permet de changer la vue avec des gouttes. L'expérience a été menée pendant 2 ans sur des yeux de cochon qui ont la particularité d'être très proches sur le plan optique des yeux humains. On a fait des tests pour la myopie et des tests pour l'hypermétropie et on a réussi à corriger environ 3 dioptries des deux côtés. 3 dioptries pour quelqu'un de presbyte, par exemple, pour vous donner une idée, c'est l'équivalent d'une aide à quelqu'un qui pourrait lire à 33 cm sans avoir besoin de lunettes. Donc 3 dioptries, ça équivaut vraiment à apporter le livre à 33 cm sans lunettes. Les chercheurs ont imaginé une application qui permettra aux patients de mesurer leur vision à la maison avec un smartphone, puis de dessiner un canevas sur l'œil grâce à un laser. Il suffira ensuite de mettre les gouttes dans l'œil pour améliorer sa vue. Les applications, elles sont très diverses en fait. Ça peut être simplement quelqu'un qui a besoin de lunettes au quotidien, tous les jours, parce qu'il a un -3, -4, et il met les lunettes tous les matins. Et dans ces cas-là, il mettra les gouttes à la place. Ça peut être quelqu'un qui a fait une opération dans le passé, il lui reste une petite correction qu'il doit mettre, ça l'embête pas trop au quotidien, mais la nuit il est gêné par exemple. Dans ces cas-là, il doit mettre des lunettes. À la place pour conduire, il mettra ses gouttes. Puis ça peut être quelqu'un qui a besoin de lire le soir, qui est obligé de mettre ses lunettes progressives. Et à la place, il mettra des gouttes pour le soir, pour pouvoir lire. Le secret de ces gouttes, des nanoparticules qui changent la trajectoire de la lumière, et elles ont encore bien d'autres propriétés. Ce qui est magique dans ces particules-là, c'est leur biocompatibilité à 100%. Et en même temps, leur capacité aussi d'être opérative au niveau d'un drug delivery system, ce qui veut dire que l'on pourrait l'utiliser même pour ajouter un médicament très particulier pour réparer des yeux. Les premiers essais cliniques sur l'homme sont prévus d'ici l'été 2019. Les nanotechnologies permettent en effet des prouesses combinées à l'imprimerie 3D. Elles ouvrent de nouvelles perspectives dans le domaine de la médecine et de l'informatique notamment. Le professeur Magdassi à l'université hébraïque de Jérusalem est un des pionniers dans ce domaine. Rencontre avec un chercheur hors du commun. L'impression 3D a eu un énorme impact dans les domaines de l'aéronautique, de l'automobile, des prothèses médicales ou encore de la construction. Mais nous ne sommes qu'au début de ce qui pourrait être la 3e révolution industrielle.
Ça, c'est le modèle le plus simple d'imprimante 3D. Elle utilise du plastique, elle le fait fondre et le solidifie. Avec nos autres imprimantes plus sophistiquées, nous pouvons imprimer des structures plus complexes. Cette structure, par exemple, a été imprimée d'un seul bloc. On peut fabriquer des objets fonctionnels comme ceux-ci. Et maintenant, mes étudiants impriment des pièces de l'imprimante qui sont cassées ou que nous avons besoin de remplacer. Ça ne coûte pas cher, cela nous fait gagner du temps et c'est amusant. Nous imprimons nos imprimantes. Le professeur Makdassi de l'Université de Jérusalem voit plus loin. Ce chimiste veut combiner l'impression 3D aux étonnantes propriétés des nanoparticules. Ce que vous voyez ici en violet, ce sont en fait des nanoparticules d'or dispersées dans l'eau. Ça, ce sont des nanoparticules d'argent dispersées dans l'eau. Ce n'est pas vraiment la couleur typique de ces matériaux. Ici, nous avons des nanoparticules de cuivre qui sont dispersées dans un solvant. Nous pouvons nous en servir comme d'une encre pour faire un circuit imprimé qui sera conductible. Et si vous ajoutez des puces, vous pouvez le transformer en n'importe quel objet électronique. Grâce à cette technologie, il sera bientôt possible de créer son propre circuit électronique imprimé et de le connecter à n'importe quel objet. C'est de l'électronique imprimée, car nous imprimons le cuivre sur les boîtes et cela communique avec votre ordinateur. C'est une antenne que l'on peut utiliser pour les objets connectés. Imaginez cette antenne et une puce électronique qui serait collée à ce paquet de médicaments et quand vous approchez votre smartphone... Cette boîte contient des comprimés de paracétamol de 500 mg. Expire en mars 2017. Après les objets inertes, les imprimantes sont désormais capables de fabriquer des objets qui se transforment après l'impression. Nos recherches portent aussi sur les imprimantes 4D, qui fabriquent des objets imprimés qui peuvent changer de propriété avec le temps, la température, l'humidité ou un autre facteur. Imaginez que vous puissiez imprimer un appareil qui soit capable de ramper sous une porte, muni d'une petite caméra. Ou si vous pouviez installer un organe dans le corps qui va gonfler, s'ouvrir, ou encore remplir une fonction, comme un organe artificiel. Les gens impriment déjà des os artificiels. Le domaine des implants médicaux va être beaucoup plus performant grâce à ces nouvelles imprimantes et dans un futur plus lointain, je suis certain qu'on pourra aussi imprimer des organes. Avec sa collègue neurobiologiste à l'hôpital Hadassah, le professeur Makdassi a fabriqué des nanoparticules capables de transporter des antioxydants jusqu'à un organe précis du corps afin de lutter contre des maladies neurodégénératives. L'idée, c'était de prendre un antioxydant extrêmement efficace, mais qui était extrait d'un produit naturel, et de trouver un moyen de le transporter directement au cerveau. Pour cela, nous avons utilisé des nanotechnologies. Testées sur les souris, ces capsules à base d'huile de grenadier ont considérablement ralenti la progression de la sclérose en plaques et de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Le produit est déjà en vente comme complément alimentaire en attendant les résultats des tests cliniques sur les humains. Archéologie maintenant, avec un petit plongeon dans l'histoire. Les manuscrits de la mer Morte ont été retrouvés il y a 70 ans à Qumran. Ce sont les plus anciens exemplaires de la Bible hébraïque connus à ce jour. À Jérusalem, un laboratoire est chargé de veiller à leur conservation, mais aussi de révéler leurs secrets. Un reportage exclusif pour I24 News. C'est dans ces grottes qu'il y a 70 ans, des manuscrits sont découverts. Dans les années qui suivent, plus de 20 000 fragments de parchemin et de papyrus vont être retrouvés près de la mer Morte. La plupart datent d'il y a 2000 ans, de l'époque du Second Temple. Certains sont plus anciens, d'autres plus récents. Nous avons la copie la plus ancienne de la Bible en hébreu et en araméen. Certains textes sont en grec, en latin et même en arabe pour les plus récents. Mais les précieux parchemins vont rapidement se détériorer, victimes de l'humidité et des mauvais traitements. En 1991, un laboratoire est créé au sein de l'autorité des antiquités israéliennes pour sauver les manuscrits. Quand on a commencé le travail de restauration il y a plus de 25 ans, on a trouvé les manuscrits dans cet état. Tous les fragments étaient collés avec du scotch. Regardez, le texte est complètement illisible.
Les restauratrices sont les seules à pouvoir toucher les manuscrits et uniquement munies de gants. C'est une énorme responsabilité, mais nous devons travailler avec beaucoup de sang-froid pour ne pas abîmer les manuscrits. Voilà à quoi ressemblent les fragments après restauration. Nous avons enlevé tous les morceaux de scotch et de papier, nous avons retiré la colle, et quand on a enlevé la colle d'un fragment, il devient plus sain et on peut lire de nouveau l'écriture. C'est comme si le texte revenait à la vie. C'est un extrait du livre des psaumes que Tania lit dans sa langue, l'hébreu, sur ce manuscrit vieux de 2000 ans. Si nous voulons exposer les manuscrits, nous les mettons dans un passe-partout, entre deux grilles, et nous cousons autour afin que les fragments ne bougent pas. Ça, ce sont des téphilines. Ensuite, nous les mettons sous une vitre en polycarbonate avec des filtres UV. Ces fragments sont préparés pour faire partie d'une exposition à Denver, aux États-Unis. Nos expositions sont très populaires. Il y a des millions de personnes qui s'intéressent aux manuscrits et qui ressentent une émotion particulière en les voyant, même si esthétiquement ils ne sont pas très beaux. Le laboratoire reçoit parfois de drôles de cadeaux, comme ces morceaux de parchemin carbonisés, retrouvés lors de fouilles à En-Gedi, dans une ancienne synagogue datant de l'époque byzantine. Au début, quand on a vu ça, on a dit super, mais quel rapport avec nous? Nous ne pouvons pas faire de miracle, c'est au-delà de nos capacités. Mais nous avions tort, car plusieurs années plus tard, nous avons eu la possibilité de faire passer certains de nos artefacts dans un scanner. Et ce que nous avons découvert, ce sont les 2 premiers chapitres du livre de Lévitique de l'époque byzantine. Le manuscrit lui-même a été daté du IIIe siècle au carbone 14 et c'est le seul manuscrit biblique de cette époque trouvé dans notre région. Le laboratoire s'est également fixé la mission colossale de scanner tous les manuscrits. Notre projet est unique car nous utilisons un système d'appareils photo multispectral. Chaque longueur d'onde met en avant des choses différentes. Quand on photographie avec des ondes courtes, comprises entre 450 et 600 nanomètres, on met l'accent sur les matériaux concrets, comme les fragments de parchemin ou de papyrus. La lumière infrarouge, elle, fait ressortir l'encre biblique sur les fragments. Il nous arrive donc de faire surgir de nouvelles écritures. Une fois scannés, les documents sont mis en ligne sur le site du laboratoire. Ces trésors de l'humanité sont désormais accessibles à tous. C'est toujours dans cette volonté de conserver et de transmettre des pans d'histoire que l'autorité des antiquités israéliennes a mis en place un laboratoire 3D chargé de scanner tous les objets trouvés lors de fouilles. Et ce ne sont pas les sites archéologiques qui manquent en Israël. Comment déchiffrer l'énigme derrière chaque pièce de poterie, de bronze ou de pierre retrouvée sur les chantiers de fouilles? Les archéologues israéliens disposent désormais d'une nouvelle technologie, un scanner 3D. Prenons ce fragment que nous venons juste de scanner en 3 dimensions. Il va entrer immédiatement dans notre base de données qui est la plus importante du monde. Et nous allons pouvoir chercher des objets similaires et composer un rapport le plus complet possible sur les origines de cet objet. Les gens du monde entier apprennent de nous. Ils utilisent ce logiciel que nous avons conçu pour comparer les objets. Le scanner permet également de révéler des détails invisibles à l'œil nu. Au temps d'Hérode, il y avait une demande pour du bon vin. Mais parfois, les inscriptions des sceaux que nous trouvons sur les anses des amphores ne sont pas très claires. Sur les sceaux que vous pouvez voir ici, certaines lettres sont lisibles et d'autres non. Mais après avoir scanné l'objet en 3D et utilisé un logiciel spécial pour éclairer l'objet et révéler chaque détail, nous pouvons identifier de quel établissement vinicole provient le vin. En tout, près de 140 000 objets de toutes les tailles ont déjà été scannés par le laboratoire du docteur Karazik en partenariat avec l'Université de Jérusalem. Nous avons même scanné un sarcophage datant de 3300 ans, un cercueil en céramique avec un couvercle façonné à l'image d'une personne, haut de 2 mètres. Il a été trouvé à Tel Shadoud et il contenait le squelette d'un homme adulte.
Nous avons entièrement scanné le sarcophage et l'avons mis dans notre base de données. Le grand public pourrait bientôt aussi bénéficier de ces découvertes. Nous nous concentrons sur les objets, mais d'autres chercheurs travaillent sur la réalité virtuelle et la reconstitution de sites historiques. Ensuite, vous pouvez prendre le modèle 3D de l'objet et le mettre à l'intérieur du monde virtuel qui a été créé sur ordinateur. Et on peut admirer l'objet dans son véritable environnement, à l'intérieur par exemple des murs que vous avez créés. Plus besoin de machines à remonter le temps pour voyager dans le passé. Des drones pour venir en aide aux archéologues. Cette nouvelle technologie a permis pour la première fois à des chercheurs de cartographier des villes datant de l'époque byzantine sur des dizaines d'hectares dans le désert du Negev en Israël. Allez, on s'envole. Des pierres et du sable à perte de vue. Pourtant, nous sommes au-dessus d'un site archéologique majeur du Negev. Grâce à l'utilisation de drones, les archéologues ont enfin réussi à reconstituer ces villes antiques. Quand on arrive à Rehovot et Saadon, on ne voit que des murs d'un bout à l'autre. On est complètement perdu. On ne comprend rien à l'architecture de la ville. En 150 ans de recherche, les archéologues n'ont jamais réussi à cartographier ces deux villes. Mais à l'instant où nous avons pu bénéficier de la technologie de drones, nous avons eu la possibilité, sans trop d'efforts, de réaliser une série de photos très précises vues du ciel, de s'asseoir et à l'aide de l'infographie tridimensionnelle de mettre au jour une ville de 12 hectares, maison par maison, comme nous allons le voir. Émile fait partie de l'équipe des 6 dronistes qui travaillent pour l'autorité des antiquités israéliennes. Avant, pour les photographies aux films aériens, nous montions dans les ballons dirigeables. Nous sautions en parachute, nous louions toutes sortes de grues ou d'élévateurs, dont l'utilisation était extrêmement périlleuse. Ce que nous pouvions photographier aussi était très limité. Aujourd'hui, avec cette nouvelle technologie simple et accessible, tout est bien plus facile. Il y a 1600 ans, cette partie du désert du Negev était couverte de vignes et de vergers. Des villes florissantes accueillaient des caravanes venues de toute la région. Sous l'Empire byzantin au IVe siècle, la religion chrétienne va fleurir et se développer comme la religion officielle de l'Empire. Israël, avec tous ses lieux saints, prend une très grande importance et les empereurs, en particulier Constantin, vont fortifier le pays. 6 villes sont construites dans le Negev sur les ruines d'anciens sites nabatéens datant du IIIe siècle avant notre ère. Le Negev, entre le IVe et le VIIe siècle, sous l'Empire byzantin, va se développer comme jamais auparavant. Ça n'a pu arriver que grâce au soutien du pouvoir central en Israël, qui a donné de l'argent, des exemptions d'impôts et fait venir ici des anciens militaires qui ont fini leur service. Il a également assuré la sécurité. Sans sécurité, sans les forces de l'armée et de la police, sans argent, sans hydrologues, il aurait été impossible de faire face aux difficultés exceptionnelles qu'il y a dans cette région. Tout cela a été pourvu par le pouvoir central. Les habitants pratiquent une agriculture en terrasse. Tout le système agricole qui existe autour de la ville de Saadon, sur un rayon de 3 km, n'a pu exister que grâce à ce système sophistiqué de barrages que vous voyez là, et qui empêche l'eau de pluie de ruisseler. À la place, elle va irriguer cette terre sablonneuse retenue par des barrages sur des kilomètres et des kilomètres. C'était la seule manière de développer l'agriculture dans cette région. Avec l'effondrement de l'Empire romain, les villes et les fermes sont désertées. L'air sec conserve pratiquement intactes les pierres des maisons, mais le site est aujourd'hui la proie des pilleurs. Les fondations de cette église ont été découvertes après un pillage. Ce site archéologique se trouve sur un terrain militaire et il est assez isolé. Nos visites et celles de l'armée ne suffisent pas à faire barrage aux pilleurs professionnels, qui sont nombreux. Ils viennent avec des instruments de chantier, creusent et détruisent des sites. Ils cherchent tout ce qui peut être vendu. De l'or, ce qui est leur rêve, mais aussi un morceau de manuscrit. Grâce à la sécheresse qui règne dans le Negev, les écrits se conservent bien. Ils recherchent aussi des pièces de poterie complètes. Même une bougie en poterie peut avoir une grande valeur. Et aussi des pièces de monnaie. Les drones ont permis de donner une vision aérienne du site. Une technologie permettra peut-être un jour de découvrir les richesses contenues dans le sous-sol avant que les malfaiteurs ne les pillent.
Et on revient sur Terre avec notre rubrique Start-up. Susciter des vocations pour l'informatique depuis le plus jeune âge. C'est le défi que s'est lancé une start-up israélienne. Elle a été créée il y a 3 ans. Elle s'appelle CodeMonkey et elle fait déjà un carton à travers le monde. Nous sommes allés visiter leurs locaux à Tel Aviv. Comment faire pour que le singe attrape une banane ou que la tortue tourne la tête? À travers des défis simples et ludiques, les enfants apprennent les bases de la programmation. Les enfants adorent notre jeu et leur investissement est très important car c'est d'abord un jeu. Le côté apprentissage vient ensuite. Nous vendons nos produits dans le monde entier, principalement aux États-Unis, en Israël, en Chine, en Suède et en Argentine. The US, Israel, China, Sweden, Argentina even. 6 millions d'enfants et d'adolescents utilisent désormais ce jeu à travers le monde. Ils apprennent le langage CoffeeScript, une version simplifiée de JavaScript qui permet de faire des sites internet, mais aussi Python, un autre langage de programmation très populaire. Beaucoup d'études montrent qu'il y a un besoin très important en programmeurs et pas suffisamment de gens qualifiés. Donc ce jeu peut susciter des vocations. Mais il enseigne aussi beaucoup d'autres compétences. Par exemple, comment résoudre des problèmes ou encore faire preuve de créativité. Donc même si l'enfant ne veut pas devenir programmeur, il acquiert des compétences importantes pour le futur. En Israël, la start-up a lancé un partenariat avec le ministère de l'Éducation. Nous avons mis en place une compétition nationale qui se tient en ce moment même et concerne plus de 80% des écoles primaires et 25 à 30% des collèges. On compte plus de 300 000 participants. Au bout de 3 mois, il y a la finale qui est un événement. L'an dernier, c'est le ministre de l'Éducation en personne qui a présidé cette finale. Nous mettons en place le même projet avec l'Argentine et espérons travailler bientôt avec d'autres gouvernements. Le jeu, à destination des 8-16 ans, est disponible dans une quinzaine de langues et CodeMonkey travaille déjà à de nouvelles versions. Et pour terminer, parlons un peu vacances, été, tourisme. Si vous vous trouvez à Jérusalem, je vous propose une très belle idée de sortie, le tout nouveau spectacle Son et Lumière consacré au roi David. Il est diffusé dans le musée de la Tour de David. C'est une prouesse artistique et un défi technologique dont je vous propose d'admirer quelques extraits. Si ces murs pouvaient parler, ils nous conteraient des légendes et des histoires millénaires de rois et de leurs conquêtes. Aujourd'hui, c'est enfin possible grâce à la technologie, avec ce tout nouveau spectacle Son et Lumière qui fait revivre l'un des plus célèbres monarques de l'histoire, le roi David. Le roi David est le roi qui a unifié les tribus de Jérusalem et c'est à partir de lui que Jérusalem commence à avoir un écho dans l'histoire. Parce que lui, il décide de faire de Jérusalem la capitale. Mais ce n'est pas seulement un roi qui donne les honneurs à tout un peuple, c'est un être humain. Pourquoi il est un être humain? Parce qu'il est aussi poète, aussi musicien, roi, et aussi il court après les femmes. L'animation est projetée dans le musée de la Tour de David, une citadelle située à l'entrée de la vieille ville de Jérusalem. En réalité, le roi David a vécu 1000 ans avant que la citadelle ne soit construite. Mais ce berger au destin de roi est devenu l'un des symboles de Jérusalem et sa renommée a franchi les frontières et les siècles. Le roi David était bien sûr un guerrier, mais aussi un musicien. Et c'est le personnage le plus populaire de l'histoire de l'art. Tous les artistes à travers le monde ont aimé son histoire. On parle de Rembrandt, Michel-Ange, Verrocchio, Matisse et bien d'autres. À travers la projection de tableaux de maîtres, le spectacle fait revivre l'épopée de David, depuis l'arrivée de son arrière-grand-mère Ruth la Moabite à Bethléem, jusqu'à son règne à Jérusalem, en passant par le légendaire combat contre le géant Goliath et son coup de foudre pour la belle Bethsabée. Il y a 10 ans, nous avons lancé le premier spectacle. C'était le tout début des nouvelles technologies et ça nous a permis de projeter l'histoire de Jérusalem sur ces murs millénaires. Aujourd'hui, vous allez pouvoir profiter du meilleur équipement au monde. Nous parlons en effet de projecteurs laser et de la meilleure résolution qui soit.
C'est incroyable de voir comment la technologie permet de faire revivre l'histoire ici. Ce spectacle est une première en Israël. Sans la technologie, vous ne verriez rien sur ces murs. Les images sont conçues grâce à 18 ordinateurs synchronisés et projetés sur les murs grâce à des projecteurs laser extrêmement puissants. Les projecteurs sont britanniques, le contenu est français et le logiciel est israélien. Il a fallu une année de travail à l'équipe de concepteurs et de techniciens pour monter ce spectacle à des années-lumière de tout ce que vous avez pu voir auparavant. Le légendaire David, roi, musicien, guerrier, vous avez donc toute son histoire qui est projetée tout l'été sur les murs de la citadelle de David au musée du même nom, porte de Jaffa à Jérusalem. Nous, on se quitte après ces très belles images. À très bientôt pour un nouveau Best of d'Innov Nation. Sachez que vous pouvez nous retrouver bien entendu sur notre site www.i24news.tv/fr et en attendant, restez curieux.